Nous retrouvons notre invité Muhammad Yunus, économiste bangladais, fondateur de la Grameen Bank, prix Nobel de la paix en 2006 pour son combat contre la pauvreté. Bonjour monsieur et bienvenue. Good morning. Et j'accueille également Michel Zlotowski qui va traduire vos propos de façon simultanée. Bienvenue à vous. Michel, vous venez du Bangladesh, Muhammad Yunus. Vous combattez la pauvreté depuis très longtemps maintenant, puisque la Grameen Bank, vous l'avez fondée il y a 40 ans. Je voudrais profiter de votre présence à Paris aujourd'hui pour dire un mot avant d'entrer dans le livre que vous faites paraître en français. Dire un mot de votre pays, de ce qui se passe en ce moment. Votre pays, c'est 163 millions d'habitants. Et depuis quelques mois, une minorité musulmane poussée hors de son pays voisin, la Birmanie, les Rohingyas, arrivent chez vous, au Bangladesh. Ils sont 1 million aujourd'hui dans des camps de réfugiés dont on dit que ces camps sont au bord de la catastrophe sanitaire. Et vous avez vous-même, dans une lettre ouverte mi-septembre, appelé avec d'autres prix Nobel, appelé les États-Unis réunis dans les Nations Unies à agir pour faire cesser les attaques contre les civils. Où en est cette situation aujourd'hui, vous qui arrivez de votre pays? La situation est très mauvaise. C'est une crise humanitaire. Soudain, mon gouvernement, le 25 août, a commencé à attaquer les villages Rohingyas dans le Myanmar. Et des femmes et des enfants ont été tués et des cadavres flottaient sur la rivière. Et à la suite de la panique, tous ces gens ont fui leur territoire et viennent vers le Bangladesh. Et il y a près d'1 million de gens maintenant qui sont partis. C'est une crise humanitaire de première magnitude. Les Nations Unies l'ont déjà appelé un cas d'école de nettoyage ethnique. Le président Macron a déjà dit qu'il y avait un génocide en cours. Beaucoup d'autres pays ont dit la même chose et l'ont décrit de cette même manière, un génocide. Donc le monde entier doit se réveiller et sortir de ce désespoir et demander, exiger du Conseil des Nations Unies de faire quelque chose. Myanmar ne va pas arrêter ce genre d'action. Les gens sont désespérés. Comment faut-il accueillir tous ces gens-là? Il faut couper des arbres, faire de la déforestation pour agrandir les camps. Il y a des endroits énormes dont on coupe les arbres pour pouvoir accueillir tous ces gens-là. Donc, combien d'autres dommages les gens vont se causer eux-mêmes en raison de ces atrocités qui se produisent au Myanmar. J'ai fait appel à Aung San Suu Kyi pour venir rendre visite à ces gens au Bangladesh et les soutenir, leur dire que le Myanmar est leur pays aussi et qu'elle puisse les reprendre. Je ne vois aucun signe allant dans cette direction. Elle défend au contraire ce qui s'est passé. Elle dit que ce sont des histoires fabriquées, que c'est pas vrai. Et le monde entier, la presse entière montre que ce qui se passe. Et tous ces gens viennent, ils perdent absolument tout. Donc ça ne va pas. Ce que Aung San Suu Kyi raconte, ça ne tient pas la route. Le monde doit se réveiller. Il faut que Aung San Suu Kyi revienne à ce qu'elle était précédemment, quelqu'un qui parle en faveur des droits de l'homme. Et là, elle détruit les droits de l'homme. Et donc, il faut que les gens en arrivent à se réveiller et fassent ce qu'il y a lieu de faire. Muhammad Yunus, elle est aussi prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, comme vous. Est-ce que vous avez accès plus facilement à elle? Est-ce que vous pensez pouvoir lui parler? Est-ce que vous pensez pouvoir la convaincre d'agir, de faire quelque chose au nom de son prix Nobel de la paix? J'ai eu des contacts avec elle avant qu'elle ne soit élue au gouvernement du Myanmar. J'ai soulevé la question des Rohingyas avec elle à l'époque, parce que ça existait déjà à l'époque. Elle a dit, non, ce sont les militaires qui font ça. Elle était très en faveur des militaires aussi. Et maintenant, c'est une image complètement différente. Elle soutient les militaires. Elle est devenue le porte-parole des militaires. Elle s'est éloignée, au lieu de s'éloigner des militaires. Moi, je n'ai plus le contact avec elle.
C'est très très difficile d'entrer en contact avec elle pour nous. Mais nous essayons d'attirer son attention sur le fait qu'elle perdait tout le capital de sympathie qu'elle avait gagné précédemment, parce que vous détruisez maintenant votre image de protectrice des minorités, protectrice des droits de l'homme. S'il vous plaît, Madame Aung San Suu Kyi, réveillez-vous et redevenez l'Aung San Suu Kyi qui a remporté le prix Nobel de la paix. Merci pour ce témoignage. Pour commencer avec vous, Muhammad Yunus, par ailleurs, vous êtes toujours économiste, vous êtes toujours celui qui réfléchissait, et plus que jamais, j'ai envie de dire, aux méfaits du capitalisme actuel. Vous le prouvez dans un livre qui paraît ces jours-ci chez Jean-Claude Lattès et qui s'intitule « Vers une économie à 3 zéros, zéro pauvreté, zéro chômage, zéro émission carbone ». J'ai envie tout simplement de vous demander dans quel ordre commencer. Tout d'abord, il faut devenir conscient de la concentration énorme de richesses dans le monde, à un taux exponentiel désormais. Voilà, la richesse vient dans des mains de plus en plus rares. 1% du monde possède plus de richesses que 99% du monde. Donc l'an prochain, le 1%, ça sera encore et encore plus de richesse. C'est se moquer de l'économie, c'est se moquer de tout le système de la démocratie des droits de l'homme. Quand tout ce pouvoir, toute cette richesse est concentrée en quelques mains, il n'y a plus de démocratie. Parce que la richesse, c'est la puissance politique, la puissance des médias. Ils contrôlent tout, les entreprises, l'économie. Donc la question de la démocratie, la question des droits de l'homme, des désirs des gens, tout cela, on s'en moquera par la suite. Donc avant d'en arriver très rapidement à cette situation, pourquoi ne pas s'occuper de cette situation? Et la chose la plus importante à faire est de regarder ce qui a produit cette situation. Pourquoi le système capitaliste a été une énorme machine qui suçait toute la substance du monde vers le haut. Et c'est devenu comme une sorte d'énorme champignon, dont la tête de champignon, c'était une poignée de gens. Et les 99% restants ne possèdent que 1% ou 2% ou une partie d'1% de la richesse du monde. Ce n'est pas quelque chose qui peut être durable. Moi, j'appelle ça une bombe à retardement qui peut exploser à n'importe quel instant. Donc, pour commencer, eh bien, pourquoi ne pas voir ce qui s'est passé? Tout d'abord, c'est une mauvaise interprétation de ce qu'est l'être humain. L'être humain n'est pas quelqu'un qui est égoïste, non. Mais en même temps, c'est quelqu'un aussi d'altruiste. Et l'égoïsme n'est pas inclus dans l'être humain de façon indélébile. Donc on a construit le système capitaliste sur l'idée que l'homme était égoïste. Mais moi je dis que l'homme est aussi altruiste. Moi j'ai créé beaucoup d'entreprises avec des gens qui sont altruistes. Et moi j'appelle ça des entreprises sociales. Ce sont des sociétés humaines pour réduire des problèmes humains. Et il y a beaucoup de sociétés françaises qui sont devenues intéressées, par exemple Veolia, Danone, Sodexo, pour créer des entreprises sociales. Et maintenant, il est question de transformer les Jeux Olympiques de Paris en entreprises sociales. Les jeunes sont enthousiastes. Ce sont eux qui vont le faire advenir. La technologie va faire que ça va advenir. Il faut faire ressortir l'altruisme des gens dans les entreprises dites sociales. Mais donc, Muhammad Yunus, c'est un changement moins économique que philosophique que vous nous proposez de présenter l'homme non plus, l'homme avec un grand H, je le précise bien évidemment, l'individu, dites-vous dans votre ouvrage, comme comme un être altruiste et non plus égoïste. Mais c'est philosophique et économique aussi. La théorie de l'économie est fondée sur une hypothèse. L'hypothèse, c'est que tous les êtres humains sont conduits par leur propre intérêt. C'est au cœur du système capitaliste. C'est une hypothèse selon laquelle les êtres humains sont égoïstes. C'est faux, parce que c'est un mélange d'égoïsme et d'altruisme. À partir du moment où vous changez la théorie, eh bien tout le système change. Donc,
Il ne s'agit pas de démanteler le système capitaliste. Il faut tout simplement ouvrir l'aspect qui a été bloqué jusqu'à présent. Il faut que cela apparaisse. S'il y a de l'altruisme, ça va se produire. S'il n'y a pas d'altruisme, ça ne se produira pas. Je ne force personne. Et dans mon travail, beaucoup de gens montrent leur aspect altruiste. Par exemple, HEC a commencé à enseigner le social business. Et donc tout ce qu'il faut faire, c'est enseigner dans nos classes qu'il y a des entreprises qui font de l'argent et il y a des entreprises sociales qui font le bien commun. Nous pouvons créer un monde où on peut résoudre des problèmes. Zéro pauvreté, zéro chômage et zéro émission de carbone. Et je parle du chômage parce que je vois que tous les êtres sont des entrepreneurs. Mais le système capitaliste nous a fait croire que les êtres humains ont été créés pour travailler pour quelqu'un d'autre, chercheur d'emploi, demandeur d'emploi. Non, ça fait tout être humain est un entrepreneur né. Alors pour ce cas, est-ce que vous ne laissez pas savoir aux jeunes qu'ils peuvent être soit quelqu'un à la demande d'un emploi, soit être un entrepreneur social. Une fois que tout le monde devient un entrepreneur, à ce moment-là, cette contradiction n'existe plus, parce que nous allons tous avoir une partie de la richesse entre nos mains. Vous soufflez, Mohamed Younous, à l'oreille de notre président Macron, qui n'est pas très éloigné des conceptions de l'entrepreneuriat qui sont les vôtres. Mais aujourd'hui, vous avez cité d'ailleurs plusieurs entreprises françaises qui font du social business. Vous êtes passé du microcrédit au social business, et d'ailleurs aujourd'hui et jusqu'à mardi prochain, à Paris, la cité universitaire, se tiendra le 8e sommet mondial du social business. Pourquoi la France est-elle un bon terrain d'expérimentation? Vous parlez de Veolia, vous parlez également de Essilor, de Renault, de Danone, avec Emmanuel Faber, vous avez beaucoup œuvré dans cette direction. Pourquoi la France est-elle un terrain d'expérimentation particulièrement intéressant? Moi, je ne fais pas d'expérience. Je ne suis pas venu en France. C'est la France qui a réagi à mes idées. Et j'ai tenté d'expliquer pourquoi, parmi tous les pays, la France est devenue tellement enthousiaste à tous les niveaux. Des jeunes, des gens plus âgés, des communautés d'entreprises, des gouvernements, de toutes parts. Et les conclusions auxquelles je peux arriver, c'est que tout ce que je dis, eh bien, ça résonne dans les esprits, dans les cœurs des Français, plus qu'ailleurs dans le monde. Dans beaucoup de pays, je suis en peine d'expliquer comment on peut avoir une entreprise qui ne doit pas faire de l'argent, mais simplement aider les gens. Ici, automatiquement, les gens écoutent et ils participent. Et donc, ils réagissent à mes idées avec chaleur, avec enthousiasme. C'est pour ça que nous tenons ce sommet du social business ici, le 8e sommet. Et nous sommes devenus intéressés à transformer les Olympiades de 2024, de 2024, en une entreprise sociale, en un social business. On reviendra d'ailleurs, Mohamed Younous, sur cette entreprise des JO 2024 que vous voulez transformer en levier, que vous voulez faire comme un levier énorme pour le social business. Mais juste un mot sur ce que vous venez de dire par rapport à la France. Est-ce que ça voudrait dire qu'en France, on a, contrairement à une idée reçue et longtemps véhiculée, plus envie de faire de l'argent? Est-ce que ça veut dire qu'on est mu par ce besoin de changement? Est-ce que vous le ressentez comme cela aujourd'hui par rapport aux autres pays où vous allez, puisque vous circulez, vous voyagez énormément? Oui. Regardez les résultats de vos élections. C'est un résultat extraordinaire. Quand tout le monde a été déprimé par le Brexit, quand tout le monde a été déprimé par les élections américaines, regardez ce qui se passe en France. Comment vous avez battu pour produire quelque chose contre le Brexit, contre l'élection américaine, et que vous dites des choses extraordinaires. Mais soudain, le verdict est très clair. Nous sommes ici en faveur de la construction des espoirs. C'est pas seulement des espoirs pour la France, mais pour le monde entier. C'est très intéressant, c'est très important. Et ça rentre dans le cadre de l'image, ce sentiment que nous pouvons créer un monde au sein duquel nous pouvons être à l'aise. Nous serons heureux d'avoir fait quelque chose, d'avoir surmonté les problèmes classiques que nous avons toujours traînés à travers le monde, problèmes de chômage, de pauvreté, et maintenant le problème du réchauffement climatique. Toutes ces choses-là, la France a promu une sorte de leadership, et nos idées de social business, d'entrepreneuriat,
se retrouvent ici. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises en France qui vont dans la direction de ce que je dis. Mais voilà, ça a un sens entrepreneurial pour les gens qui font des affaires et ils réagissent immédiatement à ce que je dis. Donc il y a de plus en plus d'entreprises, beaucoup plus en plus d'hommes et de femmes d'affaires, pas simplement les gros comme ceux que vous avez cités, mais d'autres, des PME, des PMI, qui sont toutes et tous intéressés, qui peuvent aussi créer en parallèle des entreprises sociales et qui peuvent transformer la France et le monde entier. Et c'est ce que nous recherchons. France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet. Il est 8h31, Mohamed Younous, vous restez avec nous. On vous retrouve après la revue de presse de Mélanie Chalandon. Bonjour Mélanie. Bonjour Caroline. En écho à notre invité ce matin, vous nous parlez pour commencer d'une enquête sur le capitalisme à l'africaine, c'est-à-dire dans le monde diplomatique. Oui, une enquête sur cette nouvelle génération de milliardaires apparue ces 20 dernières années sur le continent, du Nigeria à l'Afrique du Sud en passant par l'Éthiopie. Ils parlent plusieurs langues, sillonnent le monde en jet privé et aiment les accessoires de luxe. Dans la téléphonie, les mines ou l'énergie, ces businessmen, souvent issus de familles modestes, ont construit de véritables empires. Ils sont les pionniers d'un rêve africain, celui de l'africapitalisme. L'expression est du Nigérian Tony Elumelu, à la tête de l'une des plus grandes banques du continent. Alors, quelle différence entre ces nouveaux milliardaires et les autres grands capitalistes de la planète ? Pour Tony Elumelu, l'africapitalisme, c'est une philosophie économique et sociétale dans laquelle le succès repose sur l'engagement du secteur privé et la philanthropie. On se bat pour réussir, explique le milliardaire, puis l'objectif atteint, on regarde autour de soi et on décide de redistribuer. En 2010, l'homme d'affaires a créé une fondation qui récompense chaque année 1000 créateurs africains de start-up dans la santé, l'éducation ou l'agriculture. Et ils sont nombreux, ces acteurs du black business, à prétendre réduire les inégalités du continent en associant affaires et charité. Mais ne soyons pas angéliques, prévient l'Ivoirienne Janine Diagou, qui dirige la société d'assurance de son père, classée parmi les plus grandes fortunes de l'Afrique francophone. Les affaires resteront les affaires, dit-elle, seulement, disons que l'africapitalisme aura son propre modèle. En termes d'inégalité, il ne fera pas de miracle, mais nous avons de grandes chances de faire bien mieux en termes de développement que ce qui a été fait depuis 4 siècles. Autre sujet, il aura beaucoup été question de sécurité et de terrorisme. Cette semaine, l'état d'urgence instauré en 2015 a été transformé ce mercredi en une loi antiterroriste. Et oui, l'occasion pour le magazine Le 1 de revenir sur les défis posés par le terrorisme aux États démocratiques et qui s'ouvre par ces mots du philosophe Michel Foucault en 1977. On se trouve en présence d'une action politique qui insécurise non seulement la vie des individus, mais leur rapport à toutes les institutions qui jusqu'alors les protégeaient, d'où l'angoisse provoquée chez les gouvernants, angoisse aussi chez les gens qui accordent leur adhésion à l'État, acceptent tout, les impôts, la hiérarchie, l'obéissance, parce que l'État protège et garantit contre l'insécurité. Aujourd'hui, pour le philosophe Michael Fessel, toujours dans le 1, la sécurité est devenue l'alpha et l'oméga de la politique. Pour lui, l'opinion est dans une quête permanente de garanties supplémentaires. Et le paradoxe, explique-t-il, c'est que dans ce modèle sécuritaire, on constate tout de même qu'il existe une figure de la liberté valorisée, c'est la liberté d'entreprendre. Dès lors que la liberté économique est garantie, on se soucie beaucoup moins des libertés juridiques, déplore-t-il. Fessel parle d'un État libéral sécuritaire qui arrive non pas sur les ruines, mais sur l'affaiblissement de l'État-providence. Et on termine dans un tout autre registre avec une revue dont le 4e numéro vient de paraître, une revue qui s'appelle Nez, la revue olfactive. Et oui, une revue qu'on a envie de feuilleter en approchant son nez des pages, comme pour en sentir l'odeur. Et une odeur, il y en a, on la découvre en grattant avec une pièce, un petit carton glissé entre les pages. Se dégagent tout à coup des effluves de foin, d'encens, de pain, d'herbes, d'agrumes et de terre. Je vous laisse essayer, Caroline Brouet. Il faut dire que sur ce carton... Je dois sentir, c'est ça ? Voilà. Il faut dire que sur ce carton est dessinée une feuille de cannabis, mais
Ceci n'est pas une drogue, est-il écrit, juste un parfum de douce transgression. Et si l'odeur était, elle aussi, un moyen pour les artistes d'interpeller, de transgresser, peut-être même de choquer. Ce numéro se penche sur les liens intimes et complexes entre le parfum et l'art. On a longtemps nié la capacité de l'odorat à provoquer une expérience esthétique, constate le magazine qui dresse dans son dossier un panorama de l'art olfactif. Et pourtant, de plus en plus d'artistes intègrent les odeurs et les parfums dans leurs œuvres, comme le sculpteur colombien Osvaldo Macia, qui travaille sur des sculptures associant visuel, auditif et olfactif. Dans ses créations, les objets sont disposés dans l'espace, accompagnés d'une composition sonore et de parfums. Macia se sert du nez comme organe élémentaire de la perception. Dans un manifeste, il déclarait même que la vue, notre principal sens, devait être évitée, trop saturée de clichés et de symbolisme. C'était la revue de presse de Mélanie Chalandon. Vous avez provoqué le sourire de notre invité Mohamed Younous, économiste prix Nobel de la paix. Il est en France pour de multiples raisons et en particulier, nous disait-il il y a quelques minutes, les Français sont particulièrement réceptifs à ce discours lié à l'entrepreneuriat, en particulier le social business dont il parle et dont il fait une théorie et une pratique dans son nouvel ouvrage Vers une économie à 3.0, zéro pauvreté, zéro chômage, zéro émission carbone. Mohamed Younous, quand même, on vit une époque de profond pessimisme. Est-ce que le plus dur, finalement, ça n'est pas de rendre les gens optimistes, de les emmener dans une vision positive du monde qui est la vôtre, hein, et d'ailleurs qui donne le sourire à tout le monde, il faut bien le dire, ne serait-ce que par l'espoir que vous suscitez? Ça devrait. On voit que les êtres humains n'acceptent jamais l'échec. On crée toujours des nouvelles frontières. On n'abandonne jamais. Il n'y a pas de désespoir. Et il y a des façons de faire. Et moi, j'arrive avec des choses qui ne sont pas théoriques. Je l'ai fait déjà sur le terrain. Ce sont des choses concrètes. Tout le livre est rempli d'exemples concrets. On peut le voir. C'est pas de la physique quantique. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est ça qui est très intéressant. Et déchaîner l'enthousiasme des jeunes, de tous les êtres humains, c'est possible. Et vous avez parlé de l'africapitalisme dans votre revue de presse. Voilà, c'est les nouveaux milliardaires qui arrivent, qui veulent créer de la philanthropie. Vous savez, la philanthropie ne crée pas l'égalité. La philanthropie, c'est ce que vous faites après ce que vous avez fait. En fait, vous maintenez l'ordre de la société. Vous n'amenez pas la philanthropie au niveau de votre participation au changement du monde. Regardez les exemples extrêmes. La Chine est un pays communiste, mais maintenant, vous avez des millionnaires, des milliardaires qui se sont créés en Chine. Que vont-ils faire avec leur communisme? On ne parle pas du capitalisme là-bas, mais ils ont adopté les façons de faire capitalistiques. Et ça crée des inégalités qui sont incluses dans le système capitalisme. À partir du moment où vous êtes dans le capitalisme, vous créez de l'inégalité. Ce que moi je propose, c'est qu'on peut défaire cela en faisant des petits amendements, en interprétant le capitalisme de façon différente, en interprétant l'être humain différemment. Tout d'abord, il y a la partie altruiste, on a déjà parlé de ça, philanthropie si vous voulez, mais il faut l'inclure dans le système capitaliste. Il faut assumer le fait que cesser en fait de penser à l'être humain en tant que demandeur d'emploi. Non, il est aussi quelqu'un d'altruiste, particulièrement quand l'intelligence artificielle arrive dans le monde. L'intelligence artificielle va arracher le travail aux êtres humains. Vous savez, les êtres humains qui veulent faire beaucoup d'argent, ils font rentrer l'intelligence artificielle et il n'y aura plus de travail pour quiconque. On sera à la merci des riches pour survivre. C'est pas l'idéal que nous voulons. Nous voulons un monde où tout le monde sera entrepreneur. Et si chacun est un entrepreneur, l'intelligence artificielle va travailler pour tout un chacun. Ils ne seront
seront plus les victimes de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle sera l'agent de chacun d'entre nous pour résoudre les problèmes qui se posent au monde. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans ce que vous dites, Muhammad Younous, dans ce renversement du capitalisme qui commence donc par un renversement de la conception de l'homme, de l'égoïste vers l'altruiste, c'est que être entrepreneur, pour vous, ça n'est pas faire de l'argent, justement. Ça n'est pas le but ultime, n'est pas de faire de l'argent au sens où l'entreprise capitalistique, précisément, sauverait le monde. Non. Ce que vous dites, c'est que on peut être un entrepreneur à destination de la société. C'est ça l'entreprise sociale, c'est ça le social business. Mais j'ai quand même une question par rapport à cela. Pourquoi une société, grande ou petite d'ailleurs, voudrait-elle créer une entreprise qui ne lui rapporte pas d'argent, puisque c'est cela que vous défendez? Quel serait son intérêt? Tout le monde n'a pas envie nécessairement de faire de la philanthropie. Les entreprises n'ont pas d'esprit, ce sont des machines, c'est une structure, ce sont des gens à l'intérieur de l'entreprise, les propriétaires de l'entreprise, dont le but est que veulent-ils? Que veulent-ils de leur vie? Quel est le but de leur vie? Si le but de leur vie est quelque chose d'autre que empiler de l'argent, alors finalement ils vont dire oui, j'ai fait assez d'argent, mais je peux aussi résoudre des problèmes parce que je fais partie de la société. Si je sens que je fais partie de la société, si je sens que j'ai le pouvoir créateur pour résoudre le problème du chômage, si j'ai la possibilité de résoudre le problème du réchauffement climatique, je ne veux pas dire qu'il faut abandonner l'entreprise qui fait de l'argent, mais en parallèle, créer une entreprise de business social. C'est pas inouï. Il y a des gens qui créent de l'argent. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des fondations. Pourquoi est-ce que ces entreprises qui ont des fondations qui donnent de l'argent? Je ne parle pas de donner de l'argent comme ça. Il s'agit d'investir dans quelque chose qui va tourner tout seul. Et ça va croître par soi-même. C'est beaucoup mieux que de la philanthropie. C'est beaucoup mieux que la charité. La charité, c'est bien. Mais l'argent ne revient pas à ceux qui donnent de l'argent par charité. Moi, je vous donne une alternative. Utilisez cet argent pour créer une entreprise sociale, un social business. L'argent sort et revient. Et l'argent peut être réutilisé un nombre incalculable de fois. L'argent des business sociaux est un argent qui croît. Donc, vous pouvez faire de l'entreprise telle que vous le faites d'habitude, mais vous pouvez faire aussi des entreprises qui vont aider les gens. Parce que vous l'avez ça dans votre cœur. Et si vous ne l'avez pas à cœur, personne ne peut vous convaincre. Tout ce que je fais, c'est apporter des options à chaque individu, à chaque PME, PMI, à chaque grande entreprise. Vous pouvez faire une entreprise pour seulement gagner de l'argent et vous pouvez aussi faire une entreprise pour gagner de l'argent et avoir un business social. Voilà. Je dis aux jeunes, vous avez deux options. Soit vous devenez un demandeur d'emploi, soit vous devenez un entrepreneur. Et une fois que vous êtes dans l'entreprise, vous pouvez faire de l'argent et vous pouvez aussi changer le monde. Et la façon de répondre à votre question, pourquoi il devrait le faire, j'essaye de le dire ainsi. Faire de l'argent, c'est un bonheur. D'accord, c'est pour ça qu'ils veulent faire de l'argent. Mais faire de l'argent, si c'est un bonheur, faire en sorte que les autres soient heureux aussi, c'est un super bonheur. Et si vous voulez le faire, vous serez super heureux. Pas seulement parce que c'est moi qui vous demande de le faire. Si vous le sentez comme ça, vous le ferez. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Muhammad Younous, les JO 2024. Il se trouve qu'il y a un an, alors que la ville de Paris était encore candidate, vous avez signé un partenariat avec la ville de Paris et la maire Anne Hidalgo pour faire de ces JO un levier majeur de la promotion de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi donc s'appuyer sur les JO? J'ai parlé du sport comme une puissance extraordinaire et c'est un thème dont je continue de parler. Aujourd'hui, le sport est un divertissement, bien sûr, c'est le principal divertissement au monde. Et c'est aussi une entreprise. C'est une grande source de retour d'argent.
Donc, on se trompe, vous savez, parce que le sport s'adresse aux émotions, à l'attention des gens. Et il y a une autre dimension, il y a une dimension sociale à laquelle qu'on peut ajouter au sport. Et soudain, ça s'adressera à beaucoup plus de monde. Alors pourquoi est-ce qu'on n'attache pas cette dimension sociale au sport? Quand j'en parle, Anne Hidalgo a dit oui, c'est une excellente idée. Pourquoi on n'essayerait pas avec les Jeux Olympiques? Je dis ouais, ça serait fantastique. Et ce sera le début de notre relation avec Madame la maire Hidalgo. Elle veut que nous soyons impliqués. Elle a demandé qu'on mette en place cette unité à Paris. Elle nous a donné un bâtiment pour que nous puissions établir nos bureaux et de travailler avec les jeunes et la communauté des affaires et expliquer ce qu'est le social business et travailler aussi avec les clubs de sport pour voir comment on peut faire jaillir les idées du social business dans le monde de l'entreprise. Et ça croît. Donc tous les gens qui vont travailler dans la construction des Jeux Olympiques, quelle est la chose qui peut aider dans la construction de tous ces Jeux Olympiques? Comment est-ce que les bâtiments qui vont être construits pour les Jeux Olympiques vont venir aider les sans-abri qui sont à Paris, etc. Et toutes ces facilités, toutes ces choses qui pourront aider les gens. Vous allez créer une petite cité avec des écoles, des bureaux. Comment est-ce qu'on pourra aider les jeunes au chômage qui seront impliqués dans la préparation des Jeux Olympiques? Voilà. Comment créer tout cela étape par étape, c'est une expérience. Et moi, je suis convaincu qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble qui seront bonnes. Et nous ne pouvons que saluer votre optimisme, Mohamed Younous, mais malgré tout, certains ne manqueront pas, dire comme ils l'ont déjà fait à propos du microcrédit, en parlant d'un milliard d'entrepreneurs aux pieds nus comme d'une vision romantique, de vous reprocher une forme d'idéalisme. C'est bien gentil tout ça, mais ça va pas changer les choses parce que personne ne vous suivra globalement. Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là qui se montrent plus pessimistes ou certains diront plus réalistes que vous l'êtes? Il y a des gens qui ne sont pas convaincus que tout ça peut être utile aux gens. Nous avons commencé la banque Grameen en 1976 avec $27. Et nous avons grossi. Aujourd'hui, nous sommes une grande banque, la banque Grameen. C'est une banque nationale. Nous avons plus de 9 millions d'emprunteurs au Bangladesh qui travaillent dans tous les milliers de villages du Bangladesh et les femmes deviennent des entrepreneuses et croissent. Et le but numéro 1 de Grameen, c'était de réduire la pauvreté de moitié en 2015. Nous avons tenté de le faire au Bangladesh. Et en 2000, quand on l'a dit, on disait que c'était des rêves, c'était n'importe quoi. Mais nous, on l'a pris au sérieux. Et lorsque la date est arrivée, nous avons réduit la pauvreté en 2013, 2 ans avant la date que nous étions fixés. Aujourd'hui, on voit qu'on peut arriver au but de zéro pauvreté avant 2030. Donc, ce sont des choses extrêmement concrètes. C'est pas simplement des rêves. Là, on parle de la 2e génération pour qu'ils puissent devenir des entrepreneurs eux-mêmes.